Amis friands de canard, bonjour. Je vous propose non pas une, mais une suite d'histoires aujourd'hui, donc dans le même thème, c'est-à-dire celui du voyage dans le temps. Ça a été déjà utilisé par d'autres auteurs dans l'univers de Donaldville, je pense notamment à Don Rosa et à sa fracture temporelle, mais ça va me permettre aussi de parler de cette nouvelle école norvégienne et de Arild Thun, qui est donc le dessinateur et qui a participé au scénario de cette suite d'épisodes, parce que ça vaut le détour. Je vous propose qu'on passe aux histoires. La première, c'est le siège de Syracuse. Donc on retourne avec les trois neveux et Géotrouve-Tout au temps d'Archimède et du siège donc de Syracuse par les Romains. On va découvrir comment ces derniers s'en sont sortis et ont repoussé la flotte, notamment pour que le manuel des Castors Junior demeure rigoureusement exact. La seconde, ça va être un voyage au Pérou, là où ont été tracés donc les signes de Nazca, pour déterminer comment ces derniers ont été faits et surtout pour quelles raisons. Quelque chose que l'on ne sait pas encore exactement aujourd'hui, et donc il retourne en l'an 500 pour le découvrir. Il faut savoir que dans cette histoire, ils sont accompagnés en plus d'une personne un petit peu complotiste qui est persuadée que les Nazca ont tracé ces signes dans le sol pour communiquer avec les extraterrestres. On y reviendra plus tard. La troisième histoire fait revenir nos chers Castors Junior accompagnés de leur oncle Donald Duck au XVIe siècle en Chine pour découvrir ce qu'il est advenu d'une personne donc, qui était très intéressée par les spectacles pyrotechniques, donc notamment en utilisant la poudre, qui servira plus tard comme poudre à canon, pour faire des feux d'artifice. Il était aussi persuadé de pouvoir rejoindre la Lune, donc en utilisant ces derniers, et lors d'une représentation en public, il a littéralement disparu. Donc, est-ce qu'il est allé sur le satellite terrestre? Là est toute la question, et c'est la raison pour laquelle nos chers canards vont enquêter sur place. Bon, spoiler alerte, hein, vous vous doutez bien, il n'a pas réussi à décoller bien loin avec sa fusée, et donc c'est juste un subterfuge pour lui permettre de se soustraire au contrôle de son oncle pour devenir pyrotechnicien, parce que ce dernier ne le destinait pas du tout à un avenir de ce type. Donc là on peut retrouver aussi un certain parallèle entre Picsou et Donald, on y reviendra. La quatrième histoire se déroule donc au début du XXe siècle, en Sibérie, en 1908 pour être tout à fait exact, là où il y a eu une énorme explosion suite apparemment à la chute d'un météore qui se serait entendu par exemple jusqu'à Londres. Les ondes sonores auraient couvert l'intégralité de la Terre. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, et donc comme d'habitude, nos quatre canards, parce que Donald est toujours de la partie, et bien sûr Riri, Fifi et Loulou, sont envoyés sur place pour être les témoins de cet événement. En plus, le général Castor Junior, qui a comme surnom archaïque, hein, vous savez, à chaque fois qu'ils utilisent le sigle qui en fait et à rallonge le grand maréchal Castor Junior voilà, c'est pas le cas, parce que du coup c'est archaïque, ça colle pas, mais c'est toujours le même principe. Il se trompe un peu dans la date, et au lieu de les envoyer juste après la catastrophe, il les envoie juste avant. Donc ça amène de l'enjeu, du drame. Bien sûr, c'est bénéfique pour l'histoire, même si cette dernière, pour moi, c'est un peu la plus faible parce qu'elle est cheesy, elle fait intervenir, nanardesque si vous voulez, elle fait intervenir des aliens dedans. Déjà, le design de ces derniers, je suis pas fan, et ça ressemble un petit peu à Dune, parce que donc, grande compagnie qui vient extraire des autres planètes l'épice un petit peu hein, pour se sustenter. Bon, voilà, on aurait peut-être pu s'en passer. Et à côté, vous vous doutez bien qu'il y a un groupe un petit peu plus écologiste qui, lui, au contraire, essaye de déjouer les plans de cette compagnie. Ok, c'est quelque chose qu'on a déjà vu hein, plusieurs fois, donc c'est pas celle que je préfère. Ensuite, là par contre, on revient en force parce que nous retournons au XVIIe siècle dans les Pays-Bas, juste avant donc, le crash des bulbes de tulipes. Vous vous doutez bien que là, ça parle un petit peu plus de bourse, un petit peu plus de finance, donc Riri, Fifi et Loulou, là, ils sont plus avec Donald Duck, mais ils sont avec notre cher Balthazar Picsou, car ce dernier aimerait récupérer une toile de Rembrandt et la revendre, bien sûr, dans le présent. L'histoire est assez sympa parce que les Raptous sont aussi de la partie, et ces derniers, vous vous doutez bien qu'eux, ils sont pas intéressés par l'art, mais plus par les espèces sonnantes et trébuchantes qu'ils peuvent gagner avec les bulbes de tulipes à l'époque.
Donc là aussi, il y a tout ce parallèle qui va être fait entre les enfants d'un côté et donc les Raptous. Ils vont devoir les empêcher donc d'arriver à leur fin. Et enfin, nous arrivons au dernier pan qui lui concerne donc des pirates. Parce que du coup, Picsou cette fois-ci veut récupérer un trésor caché quelque part et dont on a perdu la trace. Une histoire on ne peut plus classique avec les flibustiers. Et Mystique est de la partie, ou devrais-je dire son aïeul, parce qu'on apprend qu'une femme pirate faisait partie de sa famille et c'est notamment elle qui a trouvé les bombes à Plouf, c'est pas un peu comment vous le prononcez. Voilà, là aussi c'est pour moi pas le meilleur segment de cette saga, parce que ce sont des choses un petit peu plus communes, on a l'habitude de traiter de ce thème dans les histoires de Picsou, voilà, c'est un petit peu moins novateur. On a fait un petit peu le tour des histoires, ça sert à rien pour moi de rentrer trop dans le détail. On va tout de suite rentrer dans le plus important, dans le plus intéressant, c'est pourquoi je vous parle de ces épisodes. Déjà c'est bien simple, donc le voyage temporel est abordé d'une manière assez similaire à celle de Retour vers le futur, c'est-à-dire tout élément qui intervient dans le passé modifie le futur. Voilà, c'est la manière dont ils ont décidé de traiter les paradoxes, pourquoi pas. Et ensuite, est-ce que c'est vraiment ça qui nous intéresse? Alors oui, parce que ça donne un enjeu, c'est-à-dire à chaque fois il faut empêcher certains individus de changer le passé. Donc là je pense notamment au Raptou, je pense notamment à la personne complotiste, je pense notamment à Mystique, parce qu'en fait donc avec les pirates ce n'est pas Balthazar Picsou qui accompagne les enfants, mais c'est Mystique sous son apparence, parce que elle voulait être en contact avec son aïeul qui détenait un recueil de magie très puissant. Chaque fois donc ça ce sera un des enjeux majeurs. C'est plutôt bien traité, classique mais efficace. Ensuite, il y a toute la valeur éducative. Et je pense que là, pour moi, on arrive au point central. C'est-à-dire, les mondes visités, enfin plutôt les périodes visitées, ont été retranscrites avec un soin tout particulier. J'ai l'impression de me retrouver devant du Tintin, tant les recherches historiques, géographiques, ont été nombreuses et on peut voir qu'il y a un souci tout particulier qui a été apporté au décor. On reviendra au dessin après, parce que ça aussi il faudra en parler, mais déjà on a une exactitude historique qui fait plaisir à voir et surtout qui est didactique pour les plus jeunes. Non seulement on rigole, mais en plus on apprend des choses et ça c'est toujours, et on apprend de manière ludique et ça c'est le mieux que l'on puisse faire, c'est-à-dire vous allez capter des références, vous allez avoir une approche de l'art, vous allez rencontrer des personnages historiques, on va parler d'Archimède, de la science, et tout ça c'est toujours dans la bonne humeur. Donc vous allez le retenir plus facilement que si vous lisiez vos livres d'histoire. Ensuite, ce qui fonctionne très très bien, surtout dans les épisodes en Grèce, aux Pays-Bas et en Chine, c'est l'humour. Je trouve qu'ils ont réussi à utiliser le slapstick et certaines situations de manière très très intéressante, un peu comme le faisaient donc mes auteurs favoris. Et c'était, je trouve, une touche qui s'était un petit peu perdue avec la nouvelle génération. Et là, c'est fait avec brio. Je pense notamment, surtout au premier épisode, où les interactions entre Géo et Archimède sont parfaites. Là, vraiment, c'est ce que j'aime retrouver comme type d'humour. Et c'est fait avec brio et une grande maîtrise. La Chine arrive pour moi vraiment en deuxième position. C'est vraiment les interactions de Donald avec la société de l'époque qui nous fait décrocher des sourires, qui nous fait rigoler. C'est aussi tout ce qu'on aime. Pour moi, on est un poil peut-être en dessous de ce qu'on a eu juste avant, mais c'est quasiment du même niveau. Et en Flandre, c'est plus subtil. Je veux dire, c'est pas un humour qui est aussi tape à l'œil, mais ça fonctionne aussi, notamment par l'absurde, parce qu'à un moment, on a une œuvre d'art qui est reproduite, dont un des personnages porte la tenue des Raptous. Voilà, par exemple, ça, c'est le genre de truc, donc ça me fait pas rire aux éclats, mais voilà, c'est que j'apprécie. Bon, il y a surtout un point, je ne peux vraiment pas passer à côté, c'est la qualité des dessins. Là, on arrive à un niveau où c'est magnifique. Il y a certaines planches qui sont pour moi des chefs-d'œuvre. Notamment dans le siège de Syracuse, à la fin, donc ils utilisent les rayons du soleil qui se réfléchissent sur les boucliers pour faire embraser la flotte romaine. Alors déjà, peut-être que l'idée vient des Mystérieuses Cités d'Or, une série animée que j'affectionne particulièrement des années 80. Regardez là, c'est top. Mais surtout, bordel, c'est somptueux. C'est somptueux. Donc je vais vous mettre les images pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et c'est le cas dans absolument toutes les histoires. Donc quand on revient au Pérou et qu'on rencontre les tribus indigènes locales, Apocalypto, ça m'a fait penser à Apocalypto et Mel Gibson quand
Quand on rencontre aussi les Amérindiens, c'est magnifique. C'est l'utilisation des couleurs et des pigments, c'est somptueux. La Flandre, les Pays-Bas et la Chine, on a vraiment l'impression de revenir à ces périodes historiques. C'est vraiment magnifique. On dirait qu'on se balade dans ces villes, dans ces ruelles, et ça pour les yeux c'est un régal, c'est un véritable voyage que l'on fait. Et je pense qu'on n'a jamais eu une telle précision dans les détails dans l'ensemble des histoires de Picsou. Alors bien sûr, on a déjà eu des dessins de toute beauté que j'adore, mais là quand même c'est un niveau qui est waouh. Voilà, juste waouh. Bravo aux auteurs. Ça fourmille peut-être pas autant de détails que ce que pourrait faire un Don Rosa, mais je trouve que d'un point de vue artistique, c'est même plus joli. J'avais dit les Mystérieuses Cités d'Or, et il y a une autre référence pour moi, donc c'est celle avec l'histoire qui se passe au signe de Nazca, donc au Pérou, parce qu'ils utilisent un condor mécanique, donc produit par Geotrouve-Tout, qui ressemble en fait à un drone pour avoir une vision aérienne des signes. Et ça me fait penser à celui qui est utilisé par Esteban dans les Mystérieuses Cités d'Or pour se déplacer. Donc il y a un grand condor en or. Bon, est-ce que ça a été une référence des auteurs? C'est possible, je ne suis pas sûr. Mais voilà, petit clin d'œil que j'ai noté. Dans le siège de Syracuse, il y a un personnage aussi qui ressemble beaucoup à celui de la zizanie dans Astérix. Parce qu'il se retrouve à un moment donc, en prison, Géo et Rififi et Loulou, parce qu'ils sont pris pour des espions romains. Et ils rencontrent donc cet individu en toge blanche, assez petit, qui ressemble beaucoup à un personnage d'Astérix. Donc là aussi, je n'ai pas la conviction que ça a été utilisé comme inspiration, mais c'est bien possible. Je reviens là-dessus. L'épisode 2 avec Nazca est surtout intéressant pour l'utilisation qu'ils font du docteur complotiste, persuadé que les extraterrestres sont liés à ces signes et qui n'hésite pas à changer le passé avec ses dessins, à interagir avec les Amérindiens d'une manière inappropriée, juste pour confirmer ses théories. Vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, avec Internet, avec le Covid, il y a une branche complotiste qui existe avec les QAnon, tous ces délires-là, les Illuminati, les reptiliens, blablabla, voilà, vous connaissez. Et du coup, c'est toujours intéressant de parler déjà de ce sujet et de surtout de montrer aux plus jeunes qu'il est très important de se documenter, de se référencer, de lire plusieurs sources et de ne pas se contenter d'une seule pour être sûr au moins de recouper l'ensemble de ces informations et peut-être pas de détenir la vérité parce que l'histoire n'est pas une science exacte, là aussi les recherches avancent et on apprend de nouvelles choses, mais au moins pour ne pas tomber dans la facilité et les pièges du complotisme. Voilà, il y a peut-être un dernier thème à retirer de cette saga, c'est le fait que Picsou a été celui qui a financé Geotrouve-Tout pour la création donc, de l'appareil qui permet de remonter dans le temps, là, ce qu'ils appellent le chronopade, ça ressemble à une tablette. Et étant donné qu'il a donné donc, les fonds nécessaires à la création de cette invention, il trouve normal d'utiliser le chronopade à ses propres fins pour s'enrichir. Là aussi, c'est une chose qui existe réellement dans notre société, mais qui d'un point de vue moral peut se discuter, c'est-à-dire si les personnes les plus riches subventionnent nos scientifiques, ils ont le droit de récolter les fruits de leur savoir pour leur propre utilisation et pas forcément pour le bien commun. Ça pose aussi la question d'un point de vue des études scientifiques qui sont donc détenues par certains groupes privés qui ne les partagent pas avec le reste des universités ou le reste des étudiants ou même le reste de la population, mais qui les conservent assez jalousement. Vous devez produire des études pour avoir du subventionnement, mais ces dernières ne sont pas accessibles, ce qui du coup fait que vous n'avez pas une grande renommée, que vous avez du mal à vous développer en tant que scientifique, donc vous devez continuer à produire pour ces sociétés privées, et voilà, c'est un cercle vicieux. Peut-être un dernier mot sur donc, cette école norvégienne, parce que Harold Thun n'est pas tout seul, il est bien sûr accompagné de collègues, et je les trouve honnêtement très talentueux, j'aime beaucoup leur manière de dessiner, surtout, je reviens là-dessus. Les scénarios sont quand même d'assez bonne qualité, ils arrivent à trouver des sujets de société qui sont intéressants à développer, qui posent des questions, où il y a un véritable débat, donc franchement, je apporte tout mon soutien, aussi petit soit-il, et j'espère qu'ils vont continuer à nous faire des bonnes histoires de ce type. Je vous les recommande, bien entendu. Quant à nous, on se dit à la prochaine. Ciao les gars!